Salut la compagnie! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents enjoués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable? Je reçois aujourd'hui Fanny Vella, autrice et illustratrice lyonnaise que je suis sur les réseaux sociaux depuis quelques années et qui est à l'origine de ces 3 romans graphiques que vous pouvez voir ici si vous regardez la version filmée du podcast sur YouTube. C'est intéressant le domaine de la bande dessinée parce que c'est à la fois très éloigné de la conception de logiciels que je maîtrise moi et en même temps assez proche puisqu'on retrouve un aspect textuel et graphique qui doit être compréhensible et qui peut aussi se crayonner très rapidement pour être présenté à des utilisateurs, des lecteurs en l'occurrence, pour recueillir du feedback très tôt dans le processus créatif. J'avais envie d'échanger avec Fanny parce que je trouve qu'elle a une vraie démarche centrée utilisateur, notamment en allant solliciter très régulièrement sa communauté pour donner une direction à son travail. C'est cet aspect en particulier que j'ai envie de creuser avec elle aujourd'hui. Bonjour Fanny. Bonjour Margot. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir, j'adore parler. Donc c'est parfait. Super, on veut bien discuter. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous présenter un petit peu ce que tu fais dans la vie, ton parcours? Pas beaucoup de mots du coup. Alors je suis Fanny Vella, je suis autrice et illustratrice de bande dessinée. Alors mon parcours, parce que c'est intéressant dans le cheminement qui m'a menée vers ce métier, c'est que je pars d'un métier de l'image, j'étais graphiste, directrice artistique, même quand on est embauché et qu'on est la seule aux manœuvres du graphisme dans une boîte, on est directrice artistique, même quand on sort juste des études, et ça m'a pas plu du tout. Donc du coup, je suis partie et j'ai fait un métier dans le social. Donc je me suis occupée d'un public porteur de handicap pendant 7 ans je crois, principalement des enfants, et quand je suis tombée enceinte de ma première enfant, j'ai pris les crayons parce que peut-être que l'image me manquait et du coup je me suis dit pour m'occuper dessinons et postons courageusement ces dessins sur les réseaux. Et en fait il y a eu du coup de l'intérêt des personnes qui tombaient sur mes dessins et des commandes, ce qui fait que petit à petit, j'ai abandonné l'idée de reprendre mon boulot d'éduc pour essayer de donner une chance à ce métier qui me permettait d'être aussi présente à la maison avec mon petit bébé. Ok. Oui, du coup, tu avais quand même une formation dans le domaine du graphisme. Oui, du graphisme en fait, mais pas du tout du dessin. Pour le coup, ça c'est vraiment, j'ai appris en autodidacte. Par contre, l'avantage entre ces deux, on va dire, ces deux carrières, c'est qu'il y en a une qui m'a appris à mettre en image plusieurs idées à travers une seule affiche, une seule image, et l'autre m'a plutôt mis sur la voie d'un métier qui avait du sens, où je rentrais chez moi en me disant j'ai contribué à quelque chose, j'ai l'impression d'avoir aidé une personne et peut-être son entourage. Et donc ce que j'ai essayé de faire en mélangeant à la fois l'image et cet intérêt pour en tout cas bouger les lignes et tout, des petites transformations sociales, c'était qu'à travers mes dessins, à travers mes livres, c'est venu plus tard, mais en tout cas d'essayer de traiter des sujets qui viennent sensibiliser les personnes à certaines thématiques qui sont pas toujours les plus rigolotes, faut le dire. Ouais. Et du coup, c'est quoi qui t'anime là-dedans vraiment dans ce métier que tu fais aujourd'hui? Et moi j'aime bien raconter des histoires. C'est vrai que j'avais vraiment pour souhait, j'allais dire pour but, mais pour souhait d'écrire des histoires pour les petits et pour les grands. Et le dessin était un bon outil pour moi parce qu'il mettait à portée de personnes qui voulaient pas s'atteler à des grosses thématiques parfois un peu difficiles. Ça permettait de les sensibiliser avec quelque chose qui est plus léger, même si les sujets que j'aborde sont difficilement légers et le dessin ne les allège pas toujours, mais en tout cas ça permet de venir toucher un panel plus large, et parfois un panel qui va pas avoir l'envie ou le temps de potasser des gros bouquins sur les thématiques. Et peut-être qu'il faut que je parle des thématiques parce que c'est un peu flou. Les thématiques que je traite principalement, c'est tout ce qui a trait aux violences intrafamiliales, donc qu'elles soient éducatives ou conjugales, et globalement en fait j'aime bien
principalement dans mes BD, parler de l'influence de notre enfance et de l'accompagnement qu'on a eu, les traumas qu'on a subis sur l'adulte qu'on devient et comment on essaye de se détacher ses boulets un petit peu pour devenir quelqu'un qui a conscience aussi des notions qui n'ont pas été forcément amenées pendant l'éducation, notamment celle de consentement. Et je vais m'arrêter là parce que, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sinon. C'est super. Mais ouais, du coup, en fait, sur la question qu'est-ce qui t'anime, pardon, si je comprends bien, il y a beaucoup cette notion de rendre accessible au plus grand nombre des choses qui toi te tiennent à cœur, quoi. C'est un gros défi d'ailleurs parce que parfois on a tendance à croire que faire des livres pour enfants, par exemple, c'est plus simple. Parce qu'il y a moins de pages, qu'il y a moins de mots, et que c'est un public moins difficile. Et en fait, déjà, c'est super faux parce que c'est un public qui est très difficile. Moi, j'ai des enfants et je vois très bien les livres qui prennent comme ça et qui reposent et qui n'ouvrent plus jamais. Et ceux où on ne sait pas pourquoi, ça va être vraiment la lubie pendant un très long moment. Et en plus, comme c'est ma volonté n'est pas que de distraire, mais aussi d'apporter une réflexion. Quand moi, je m'attelle à l'album jeunesse et que du coup, je veux apporter une notion parfois un peu difficile dans un coup de crayon et dans des mots qui doivent être apportés des enfants, et ben du coup, c'est un vrai défi. Je n'ai plus du tout compris la question. C'est pas grave. Je crois que je m'en suis totalement éloignée. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis. On va rentrer un peu plus dans le détail de comment justement tu conçois, je ne sais pas si tu utiliserais ce terme-là, mais tu conçois un livre, que ce soit une BD ou du coup un album pour enfants, en fonction de ce que tu as en tête et de l'envie d'être lu et d'accrocher ta cible. La nécessité d'être lu. Du coup, déjà, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu les différentes étapes du processus créatif, de manière générale déjà, puis après on ira un peu plus dans le détail. C'est intéressant parce que, en fait, il n'y a aucun, en tout cas, personnellement, il n'y a aucun de mes livres qui a eu le même processus. Okay. Déjà parce qu'ils ne s'adressent pas tous à la même cible, que certains sont nés sur les réseaux avant même de faire office d'un projet d'édition, et que d'autres ont été plus ou moins accompagnés par des éditeurs. C'est-à-dire qu'il y a des maisons d'édition qui ont pris presque tel quel un texte que je leur soumettais en disant « Go, c'est bon, on signe comme ça ». Et d'autres, pour d'autres projets, qui ont vraiment procédé à un vrai suivi avec moi, c'est-à-dire on décortiquait tout, on crée un squelette initialement. Donc on va dire, si je dois formuler une façon de faire, c'est vrai que pour moi ça part souvent d'un thème. Je veux aborder un thème. Mettons, je veux aborder le thème du rapport au corps et de la somatisation, par exemple. Ça parle de cette BD. Et ben du coup, je vais... ma façon de travailler à moi, c'est venir tirer dans le réel. Et donc le réel, ça peut être mon expérience personnelle ou l'expérience que je vais tirer de ce qu'on a pu me confier, parce que la magie des réseaux, c'est qu'on me confie beaucoup de choses et que d'une façon parfois très inconsciente, je place des choses dans mes personnages, dans les mots qui sont utilisés, dans les bulles de texte. Donc tirer du réel pour offrir un récit qui soit... réaliste, dans le sens où les réactions des gens, c'est des vraies réactions que des gens de la vraie vie peuvent avoir quand on leur dit ça, quand ils vivent ça, quand ils traversent ça. Après, je vais essayer de façonner des personnages et c'est vrai que personnellement, j'essaye de façonner des personnages qui ne répondent pas toujours aux stéréotypes qu'on a l'habitude de voir dans les récits. J'essaie d'être très consciente de ce qu'on nous a mis sous les yeux depuis tout jeune pour essayer d'enrayer ce truc-là et de proposer autre chose sur, je sais pas, les stéréotypes de physique, mais aussi de la personnalité, faire des hommes qui vont être plus sensibles, des copines qui vont être très solidaires plutôt que d'être pestes, voilà, que toutes les balances des classiques récits qu'on lit et qu'on regarde depuis qu'on est gamin, elles puissent être un petit peu contrebalancées dans le panel de personnages que j'ai l'honneur de pouvoir réaliser. Et après, souvent, moi, je fais beaucoup relire, donc à des amis, parfois même des lecteurs. J'ai des personnes qui suivent mon travail depuis longtemps et qui sont très, très, très présentes dans ma vie d'autrice et à qui parfois je me dis écoute, est-ce que tu veux bien lire ce petit récit que je viens d'écrire?
Et parfois, je vais choisir des gens parce que ils vont avoir un regard, parce qu'ils vont être plus concernés, parce que ils auront plus de légitimité, entre guillemets, à pouvoir s'identifier à certains des personnages, notamment moi, les personnages racisés. J'ai besoin d'avoir une relecture des personnes qui sont concernées pour être sûre que malgré moi, je ne dois pas aller dans un discours qui puisse être raciste ou qui puisse continuer d'encrasser l'image qu'ils peuvent avoir. Et puis forcément éditrice, je travaille qu'avec des éditrices sur l'accompagnement de mes livres en tout cas. Et donc du coup en tout cas moi j'attends beaucoup de cet accompagnement, à savoir genre un petit harcèlement de mail, à savoir genre à chaque fois que j'envoie un truc, être sûre qu'elle n'oublie pas de me dire vraiment ce qu'elle ressente et qu'on me brosse pas dans le sens du poil, parce que le but c'est de faire un objet qui au final soit le plus idéal possible, on va dire. Ok, super. Et après, il y a les imprimeurs, il y a tout ça. Ouais. tu on veux y viendra. ouais. Ouais, il y a plein de trucs que j'ai envie de creuser dans tout ce que tu as raconté. On va les prendre dans l'ordre. Du coup, donc au tout début, tu dis tu t'inspires du réel. Ça me parle vachement, ça, parce que nous, dans notre métier, on va aller sur le terrain, faire des entretiens avec des utilisateurs des logiciels qu'on conçoit. Du coup, je me demandais si toi aussi, ça t'arrive d'aller d'interviewer, alors peut-être pas formellement, mais de discuter avec des gens vraiment dans l'idée de la future BD que tu vas faire sur une thématique en particulier, que ce soit des gens qui ont vécu la situation ou alors des experts un peu du domaine. C'est quelque chose que tu fais ? Pas vraiment d'une façon journalistique comme ça, où je vais partir avec mon petit calepin et chercher des informations. C'est plus en fait des hasards de rencontres qui viennent formuler des choses que j'arrive pas à dire en plein milieu du processus d'écriture. Il y a beaucoup de choses, en fait, parfois je pars un peu à l'aveugle. Et c'est ce qui s'est passé beaucoup sur mes BD, en l'occurrence, toutes, avec une idée à peu près du début, une idée à peu près du milieu. Ouais. Et en fait, je me laisse porter en ayant confiance en mes personnages, parce qu'en fait, il y a un phénomène assez beau qui se passe quand on fait de la bande dessinée, et peut-être quand on fait du roman aussi, c'est que les personnages prennent vie et en fait s'offrent leur propre dialogue. C'est que parfois, on travaille tellement la personnalité d'un personnage que on veut lui faire dire un truc et puis en fait ça sonne faux, on se dit mais non, mais ce personnage ne pourrait jamais dire ça, et puis là du coup on lui laisse un peu prendre la parole, tu sais, c'est presque de l'écriture instinctive, ouais. Tu vois, et parfois on se relit, on se dit bah ouais, j'avoue, moi je l'aurais jamais dit comme ça, mais ce personnage c'est sûr qu'il se comporterait comme ça. Donc il y a ça, et ça c'est forcément nourri des rencontres qu'on a fait, des gens qu'on a écoutés, de soi-même, de son expérience personnelle aussi. Et aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que dans le milieu de l'édition, les avances, donc les avances sur droit, c'est l'argent qu'on touche pour travailler sur une BD, et c'est une somme qu'on va devoir rembourser avec l'achat des BD. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas assez de BD qui ont été achetées qui remboursent cette avance, on ne touche pas de droit. Et ces avances sur droit, elles ne sont pas énormes. Ce qui fait que moi, un travail vraiment d'enquête, de recherche et tout ça, je pourrais vraiment m'y pencher, mais sur des projets plus courts, ou si vraiment la somme de l'avance était conséquente pour pouvoir me permettre d'avoir ce temps-là, en fait. Ouais. Aujourd'hui, je dois réfléchir en termes de rapport temps-prix, ouais. Et parfois, ça peut être un peu frustrant, parce que on se dit, mince, il y a des choses que j'ai pas dit. Moi, je me console en me disant, ce que j'ai pas dit dans une BD, et ben en fait, je le raconte dans une autre. Et du coup, il y a toujours moyen, en fait, parce qu'en fait, ça traite de tellement de thématiques, et chacune de ces thématiques mériterait 160 pages à elle seule. Donc voilà, on continue de faire des bouquins pour pallier à cette frustration. Ouais, du coup, il n'y a pas vraiment de sujet que tu vas aborder où tu pourrais faire une erreur. Je pense, j'ai une idée en tête, là, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps, où ça parlait de procréation assistée. Okay. Médicalement assistée, et du coup il y a des choses qui m'ont choquée. Alors je me dis, peut-être ça se passe dans un autre pays, et peut-être que dans ce pays-là c'est comme ça, mais ça m'a, avec mes référentiels français, ça me semblait bizarre, les délais en fait, c'était hyper court alors que moi j'ai des amis qui passent par là, je sais que c'est pas hyper court en France, et du coup je me disais ça aurait été intéressant de vérifier que c'est vraiment réaliste en fait ce qu'elle donne comme information. Je sais pas, peut-être que toi, ça t'est jamais produit genre de cas où tu te dirais ça vaudrait le coup de vérifier quand même. En fait, ça dépend ce que tu veux faire. Je me dis, si le livre dont tu parles, là, c'était un récit d'une personne, et c'est-à-dire c'est une expérience
dans cette thématique et chaque expérience est vraiment unique. Par contre, donc ça colle parce que son expérience est légitime si c'est vraiment son vécu. Par contre, si c'est une personne qui a voulu parler de ce sujet-là en disant voilà comment ça se passe et qu'en fait, ben non, c'est pas représentatif de toutes les façons dont ça peut se passer, là, ça peut être problématique. Et moi, il y a des sujets que je me suis interdit de traiter parce que je n'avais pas la légitimité de le faire ou parce que c'était des sujets que j'allais voir de loin. J'ai voulu parler à un moment donné du sujet des migrants et je me disais, mais pour le faire un jour, il faudrait que d'abord je puisse, je voulais faire le sujet d'une famille qui accueillait un migrant chez elle et je me suis dit, je le ferais que le jour où j'aurais expérimenté ça ou le jour où j'aurais pu, et c'était un peu ce qui a failli se faire, aller auprès d'une association et aller recueillir les témoignages des personnes qui l'ont vécu. Mais de chez moi, derrière mon petit ordinateur, en regardant 2-3 documentaires, me dire je pense que je peux maîtriser ce sujet, ça serait hyper prétentieux. Donc ça, la facilité que j'ai eue, c'est que je suis allée sur des thématiques que j'avais moi-même vécues. Donc je pouvais pas me tromper. Je racontais quelque chose qui est vrai en fait, parce que c'est une expérience d'enfant, une expérience de femme, une expérience d'ado, et ce sont des... Enfin, personne pourra me dire bof, bah si en fait, parce qu'il y a au moins une personne qui l'a vécu comme ça. Et en plus c'est drôle parce que tant qu'on part du réel, tant qu'on part d'une expérience qui est vraie, en fait, même quand on croit qu'on est unique et tout, ça c'est un truc qu'on rencontre beaucoup quand on est ado, on croit qu'on est seul à vivre des trucs et on est très égocentré, et en fait on se rend compte que bon, la magie de faire des bouquins et qu'ils soient lus par d'autres personnes, c'est qu'ensuite t'as des centaines de gens qui viennent te dire oh, c'est fou, je pensais que j'étais toute seule, et du coup on est plein à être toute seule. Ce livre. C'est ça. Ouais. Du coup moi ça me fait beaucoup de bien aussi parce que je me dis me jugez pas, et puis après les gens disent je t'ai pas jugé, je me suis reconnue, c'est merveilleux. Je me dis ah ça c'est chouette. Tu parlais tout à l'heure des livres pour enfants, où c'est un peu plus dur aussi de se projeter dans, même si on a été enfant, mais on a un peu oublié, dans ce que vont vivre les lecteurs. Est-ce que tu as une approche différente pour concevoir le livre, vraiment dans la phase toute amont, pour imaginer l'histoire, pour imaginer comment ça va s'articuler? C'est super dur parce que mon panel il se réduit souvent à mes 2 enfants, et c'est pas évident de se baser sur uniquement leur ressenti. En fait je vais parler du ressenti que de mon aîné, hein. Mon petit il est beaucoup trop petit pour me donner son avis sur les livres que je peux écrire, mais je vois que c'est pas l'outil que je maîtrise encore le mieux, à mon sens, parce que justement j'ai expérimenté ça et je suis trop reconnaissante de ça. C'est que j'ai illustré plusieurs livres jeunesse, souvent sans aucun accompagnement, ni sur le texte, donc c'était pas moi qui étais au texte, mais les auteurs n'avaient pas d'accompagnement, ni sur mes illustrations. Et en l'occurrence, l'album jeunesse que j'ai fait, je l'ai fait aussi, celui que j'ai écrit et illustré, je l'ai fait aussi toute seule. Et en fait, je vois aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance d'être accompagnée sur le dernier album que j'ai fait et qui va sortir l'année prochaine, les auteurs, l'auteur et l'autrice qui l'ont écrit ont été hyper accompagnés sur le texte, si bien que entre leur version et la version finale, même si c'est exactement la même histoire, ça n'a rien à voir. Et quand je le lis, j'adorais la première version, mais quand je le lis là, je me dis waouh, ok. Quand on est accompagné par une personne qui sait exactement, parce que c'est une professionnelle, c'est une éditrice professionnelle dans les albums jeunesse, et ben en fait forcément elle sait qu'est-ce qui va fonctionner, le nombre de mots qu'il faut par page, quel vocabulaire il faut utiliser, et moi en fait sur l'accompagnement des illustrations ça a été beaucoup plus dur que sur mes autres albums, parce que au final on m'a fait beaucoup retravailler, bien enrichir les pages, savoir comment placer les trucs, où devait se poser le regard, et comme moi je suis autodidacte et que j'ai pas appris dans une école avec des profs qui m'expliquent comment faire un bon bouquin, et ben ça a été une des expériences les plus enrichissantes que j'ai pu avoir. Et c'est pour ça que je te disais la nécessité pour moi d'être accompagnée, c'est parce que je considère que je ne suis pas du tout au sommet de ce que je pourrais faire, et d'ailleurs je n'y serai jamais, et j'ai trop envie d'apprendre de gens qui vont venir m'aider à perfectionner mon travail et l'enrichir, et puis voilà, trouver les bons mots, la bonne façon d'aborder les choses, le bon cadrage, la belle mise en scène. Donc s'entourer, pour moi vraiment c'est l'entourage, en fait aussi parce que je pense que quand on fait un truc tout seul et que on se dit en fait j'ai besoin de personne ni pour me relire, ce que je fais ça va être génial,
en fait, je vois pas comment tu peux te remettre en question si finalement le truc marche pas. Alors qu'en fait, tu as toujours à apprendre, même si quelque chose ne fonctionne pas, tu peux te dire, ok, c'est bon, je vois où je peux m'améliorer. Et je pense que s'entourer et accepter parfois les retours qui vont pas dans le sens qu'on pensait, mais qui en fait, je sais plus, mais je sais plus qui avait vécu ça. Une personne qui avait pas voulu écouter un conseil qu'on lui avait donné, avait fait le livre comme elle l'entendait en disant tant pis pour ce truc-là. Et en fait, quand le livre est sorti, tout le monde a relevé ce truc-là. Et en fait, ça a presque péché sur les achats de ce bouquin. Et donc, elle s'en est mordu les doigts. Je dis elle, mais ça se trouve, c'était il. On va dire il, je préfère. Ok. Donc, ce monsieur. Et bah, du coup, c'est dit, bah, ok, donc en fait, il y a des sons de cloche à écouter et une remise en question à appliquer. Ok. Ah, ça, c'est super. Enfin, là, je fais vraiment le lien sans problème avec mon métier parce que c'est quelque chose qui est pas facile d'ailleurs quand on commence dans ce métier du UX designer, de concepteur de logiciels. C'est justement que il y a quelqu'un qui nous fait une demande, telle fonctionnalité ou un logiciel complet, et on va souvent, quand on démarre, on va souvent aller très vite justement sur la partie de maquette, en négligeant un petit peu. Alors quand on démarre ou quand on n'a pas de budget, enfin pour plein de raisons, on peut être amené à négliger la phase un peu amont, ou justement d'aller faire des entretiens ou d'aller creuser vraiment le besoin. Et on va très vite sur les maquettes, donc on dessine les écrans à quoi il devrait ressembler. Et plus on passe du temps sur cette étape-là, avant de la montrer, plus c'est dur quand on a les retours. Parce que souvent, en fait, c'est jamais bon du premier coup, c'est pas possible. Ça n'arrive jamais. Et c'est tout ça, c'est toute la beauté du métier, en fait. C'est que c'est itératif et tu vas améliorer petit à petit au fur et à mesure des retours que tu vas avoir. Mais du coup, c'est important de se tromper tôt. On dit il faut se tromper le plus tôt possible. Ouais. Et pas avoir peur aussi, parce que moi, ça m'arrive aussi de travailler avec des clients, des partenaires, on va dire, sur des projets qui sont pas du tout dans le milieu de l'édition, et où parfois il y a deux types de projets. Il y a des projets qui vont être suivis par une seule personne et qui, elle, va donner son ressenti, sa compréhension et tout ça, et qui, au final, quand le projet sort, en fait, il n'est pas compris par toute une frange des concernés, parce que tout le monde n'a pas le même vécu que la personne qui a validé. Et de l'autre côté, par contre, moi, j'ai aussi des contrats avec... j'ai un interlocuteur ou une interlocutrice, et derrière, c'est validé par 30 personnes. Donc du coup, le moment où moi j'envoie les trucs, des fois il se passe 1 mois et demi, le temps que ça passe dans tous les bureaux et tout. Mais même si parfois c'est frustrant parce que j'ai 10 retours, et c'est là où l'interlocuteur doit faire un travail de condensation pour essayer de piocher les bons retours à appliquer, parce qu'il y en a qui se contredisent d'ailleurs. Mais en tout cas, je trouve que même si c'est plus pénible, c'est pas le bon mot, mais plus long, plus fastidieux, ça reste les contrats où le résultat final est le plus abouti, parce qu'en fait il est passé sous les yeux d'un large panel pour vérifier si ça s'est compris, si il n'y a pas une maladresse dedans, en l'occurrence, comme je traite pas mal de sujets qui peuvent être un peu polémiques, en ce moment je suis beaucoup sur les stéréotypes de genre, et c'est hyper important de faire relire, et à tout type de personnes, pour être sûr de ni du coup renforcer ces stéréotypes malgré nous, ni trop blesser, parce que bon, sans être totalement consensuel, il faut quand même prendre en compte aussi la sensibilité de chacun, mais aussi en fait être le plus inclusif possible. Et même quand tu essaies de faire au mieux, t'oublies toujours des personnes. Il y a tellement de profils de personnes et d'oppression et d'atypie, on ne peut pas prendre tout en compte, mais plus on est, plus c'est facile d'oublier le moins de personnes possible, quoi. Ouais. Il y a un truc, nous, qu'on essaye de faire passer à nos clients, parce que moi, je travaille dans une société de services, donc avec plein de clients différents. Et dans mon métier, ce qu'on dit souvent, c'est « tu n'es pas ton utilisateur ». Donc on se le répète à nous-mêmes déjà, parce que c'est important de l'avoir en tête. On peut avoir tendance à dire « ah bah moi, je ferais comme ça », et hop, on reste là-dessus. C'est la grosse erreur à pas faire, quoi. Et donc souvent aussi à nos clients, j'ai certains clients où ils pensent que comme eux sont eux-mêmes utilisateurs du logiciel, bah, ils ont juste besoin de me dire ce que je dois designer, et puis je le fais par rapport à ce que eux voudraient. Et ils ont du mal à comprendre que même si eux sont utilisateurs, y en a plein d'autres des utilisateurs qui n'ont pas forcément les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes contraintes. Et puis ça c'est dans le cas où eux sont eux-mêmes utilisateurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois ils ne sont pas du tout utilisateurs, mais ils pensent savoir.
Et donc, arriver à se détacher de ça et être conscient que les autres pensent pas forcément comme nous. Et du coup, que ça vaut le coup d'aller écouter ce qu'ils ont à dire. C'est pas forcément évident, ouais. Et du coup, pour tes histoires de discrimination, je sais que c'est un sujet, toi, qui t'importe beaucoup. Comment tu fais pour valider que tu tombes pas à côté? En fait, déjà, moi, j'ai l'impression d'avoir... je me sers pas mal des réseaux pour me cultiver. On dirait pas que ça peut servir à ça, mais en fait, moi, énormément, parce que je suis beaucoup, beaucoup de personnes, et j'essaye de suivre des comptes qui n'ont absolument rien à voir avec mon vécu, mon histoire, notamment des comptes qui parlent de colonisation, de comptes qui parlent de ce que c'est qu'être une femme noire non binaire, par exemple. C'est pas une expérience que je connais, mais pour autant, je trouve que c'est hyper important de comprendre ce qui peut jouer dans ces minorités-là, parce que j'aime bien parler, mais c'est un sujet hyper compliqué, d'intersectionnalité des luttes, et ce point de rencontre entre plusieurs oppressions. En fait, quand on le comprend pas, on peut toujours foncer dedans sans se rendre compte. Quand on va dire moi je me bats pour les droits de la femme, bah c'est cool, mais quelle femme en fait? Parce que si demain moi je me dis ça y est, en fait on a enfin gagné des droits, mais en fait c'est pas vrai. Moi, femme blanche, et ben j'ai peut-être gagné des droits, mais c'est pas encore le cas de mes sœurs qui vont être noires, homosexuelles, etc. Et du coup, si on ne comprend pas ces systèmes d'oppression, en fait, on est toujours en surface. Et moi, je me dis déjà, parfois j'ai du mal à accepter de parler de thématiques qui me semblent hyper importantes, mais ça vient quand même d'une personne privilégiée. Et du haut de mes privilèges, je viens dire, je viens expliquer des choses et dire remettons-nous en question, alors que, et si je le fais sans prendre en compte du coup tous ces systèmes d'oppression et tout ça, et je le fais mal, parce que comme je te dis, je le fais que du haut de mon expérience à moi. Et donc je vais beaucoup regarder ce qui se passe et lire sur ces comptes-là pour essayer de comprendre ce qui peut se jouer. Et du coup, forcément, j'espère en tout cas petit à petit que ça apparaît de plus en plus dans ce que je propose après, tant en contenu sur les réseaux que dans mes livres. Et il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Je sais que là, par exemple, je travaille sur une collection de livres. C'est un peu une exclue, hein. Mais je pense que quand le podcast sortira, ça sera déjà... En fait, c'est une collection de contes qui est revisitée c'est des contes traditionnels qui sont réécrits d'une façon plus moderne. Et en fait, un livre, tu le prends en face A, et t'as l'histoire de Cendrillon. Et tu le prends en face B et t'as l'histoire de Cendrillon. Et tous les sexes sont complètement... inversés. Inversés. Je cherchais le mot. Et du coup... là-dedans, c'est génial parce qu'on se dit enfin on va pouvoir montrer une autre représentation des héros, on va pouvoir représenter plus d'héroïnes et leur donner d'autres attributs et faire vivre à des hommes ce qui est vécu dans les contes par les femmes, et montrer qu'en fait cette vulnérabilité ou ce souhait de s'émanciper d'une famille violente, parce que je parle de Cendrillon, ça peut aussi arriver à un homme. Et voilà, en gros, proposer aux enfants, parce que c'est à destination des enfants, 2 types de modèles et un choix de lecture, voilà. Et en fait, quand on fait ça, on se dit super, c'est génial. Sauf que après, il y a la question de il y a 2 faces, il y a fille ou garçon. Et puis en fait, ceux qui se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre, elle est où leur face? Donc en fait, même quand tu as une bonne volonté, elles se confrontent forcément à des choses qui vont manquer à des personnes, qui vont peut-être se sentir un peu touchées par justement ce manque de représentation dans cet ouvrage-là. Après, moi, j'ai envie de leur dire, faites-nous confiance. Genre là, c'est le premier pas sur ce chemin-là, et puis peut-être que le livre d'après, ça traitera de ça. Mais je comprends quand on est touché et opprimé, on a envie que ça aille plus vite et qu'on se dise... Maintenant qu'on a pris en considération plus, je sais pas, les personnes racisées, est-ce que maintenant on peut prendre en considération les personnes LGBT+, tu vois, il y a mais on y vient. Ouais, c'est pas évident, ouais. Et mince, je sais plus ce que je voulais dire. Ça m'a évoqué quelque chose que tu disais. J'ai perdu le fil de ma pensée. Heureusement que tu as 7 cartons. J'ai mes cartons, mais comme j'en sors, c'est pas grave, ça me reviendra après. Du coup, je retourne sur mon carton. Du coup, on avance un petit peu dans le processus créatif.
Donc sur la partie un peu exploration au départ, on a peut-être pas fait le tour, mais voilà, on a abordé pas mal de choses. Maintenant sur la partie plus conception ou avant de, enfin, soit carrément sur les dessins ou même un petit peu avant. Là, tu te parlais de la création des personnages tout à l'heure. Je sais que pour certaines choses, pour certaines étapes, tu impliques parfois tes lecteurs. Moi, j'ai même participé une fois sur un live Twitch où tu dessinais en live et tu nous demandais notre avis pour rendre le monstre de la page, je ne sais combien, bien gluant, bien dégoûtant. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, déjà, dans quel cadre tu inclus tes lecteurs comme ça, pourquoi, et qu'est-ce que ça t'apporte, voilà. Alors déjà, dans aucun cadre, et en plus j'ai tendance à ne jamais demander l'autorisation à mes maisons d'édition. Des fois je fais des choix comme ça, en fait, je considère que pour moi, les choses ont commencé sur les réseaux sociaux. Et si aujourd'hui je fais des livres, c'est en grande partie parce que des personnes se sont intéressées à mon travail et ont soutenu ce travail. On va pas se mentir, aujourd'hui, dans le milieu de l'édition, ils sont regardants sur la communauté qu'on a. Donc, ou sur les ventes qu'on a fait sur les autres albums, ou sur la communauté qu'on a réussi à réunir autour de nos dessins, de notre art, de notre métier. Et donc, moi, j'ai une reconnaissance vis-à-vis de ça. Et surtout, moi, j'ai vraiment à cœur d'échanger avec les personnes qui suivent ma page. Et je le faisais quand j'en avais 100. Et je le fais encore aujourd'hui que j'en ai un peu plus. Et du coup, c'est important parce que parfois, on peut se déconnecter en se disant un abonné est un membre d'un nombre, tu vois, et tu vois des likes et des commentaires, mais tu vois plus les personnes derrière. Et si tu continues d'échanger avec eux, non seulement tu vois les personnes derrière, mais tu vois les personnes qui ont quelque chose à t'apporter, qui ont un avis à te donner, qui a un avis qui est bon pour toi, pour ton travail, et possiblement pour tes livres. Et ma façon de montrer cette reconnaissance, c'est d'impliquer les personnes qui me suivent et qui sont attentifs à ce que je propose, parce que tout le monde ne voit pas passer les stories qui le proposent ou les live Twitch ou ce genre de choses, mais en fait de participer. Et en fait ça c'est né, alors la toute première fois que j'ai fait ça, c'était dans un album jeunesse qui s'appelait Icar à l'école. Ouais, c'est ça. J'allais dire Icar un enfant à l'école, mais c'est Icar un enfant sensible et Icar à l'école. Et j'avais proposé, et donc là c'était pour attirer des gens c'était une campagne de financement participatif, et pour dire aux gens venez soutenez-nous, on avait proposé un concours où une personne pouvait nous faire dessiner son enfant dans la classe. Et enfin me faire dessiner son enfant dans la classe. Et j'avais trouvé que c'était chouette parce que j'imaginais la personne qui ensuite lirait le livre et se dirait jamais il y a mon enfant qui est dessiné dans le fond de la classe de Icar, mais il existe à travers ça. Et moi, à travers juste cette représentation, et en fait j'incluais à travers une personne en fait ma communauté d'une certaine façon. Et ensuite vraiment la BD qui a été la plus éponyme par rapport à ce lien avec les utilisateurs, les abonnés, c'était vraiment sur ma BD qui s'appelle Le Seuil, qui est une BD qui est née sur les réseaux parce que j'avais créé une page qui était destinée à ce projet-là sans penser l'éditer du tout. Et en fait, les gens participaient dans les commentaires, vu que je publiais une planche par semaine, sans savoir ce que serait la planche de la semaine d'après. Dans les commentaires, je puisais aussi de l'inspiration pour développer l'histoire. Je voyais les attentes des lecteurs et je me disais, ok, là ils veulent que ce personnage-là, il revienne. Je vais le faire revenir. Et là, ils adoraient qu'il puisse se passer quelque chose comme ça. Et allez, je vais aller aussi un peu dans leur sens pour les satisfaire. Il y a eu une participation aussi parce que des gens ont dessiné les personnages et du coup j'ai eu la chance de pouvoir les mettre à l'intérieur des couvertures du livre pour rendre aussi hommage à leur participation. Et les gens l'ont pas fait pour ça, en plus c'est ça que j'aimais bien. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient envie de faire comme on appelle ça un fan art des personnages. Et à la fin, quand j'en avais vu plein, j'ai dit sachez que vous serez tous dans le livre. Et donc tous ces trucs là, c'est des choses qui me soudent aussi avec cette communauté, même si c'est une entité un peu qui n'a pas de visage, pas de corps, mais je trouve ça c'est leur montrer aussi que leur avis compte, ce qu'ils peuvent apporter à mes projets, même quand c'est comme toi, quand tu as participé au Twitch, glisser ton nom dedans parce que du coup tu m'as aidé à dire là on lui rajoute un bras, là on lui met... c'est juste valoriser en fait votre avis et votre regard sur mon travail en fait. Ok.
Et du coup, ouais, sur le Twitch, tu peux raconter un petit peu. Enfin, tu l'as fait plusieurs fois, il me semble. Moi, j'ai participé à un seul, mais tu l'as fait plusieurs fois. Pourquoi tu avais envie de faire ça? Qu'est-ce que c'était quoi le besoin de ton point de vue? Ben, il y avait aussi une partie amusante de se dire, en fait, j'aime bien rendre ludique aussi ce que je suis en train de faire et je me dis, je suis pas obligée de filmer mon écran quand je suis en train de dessiner. Et je me dis, ben, ça peut être chouette pour des personnes de suivre les coulisses de la création d'une bande dessinée. Et puis, tant qu'à faire, vu qu'on est entre nous et qu'on rigole et qu'on papote, bah, venez vous m'aider à faire le visage de ce professeur. C'était le cas dans Coquelicot d'ailleurs. Il y avait une page où on m'avait aidé à façonner quoi aller ressembler à un des professeurs. Donc, on lui met des lunettes, puis là, on lui fait une petite calvitie, et puis machin, et puis machin. Et à la fin, ben, pour remercier les personnes qui avaient participé, je m'étais arrangée pour dissimuler leur prénom dans des striures de la chaise, du bois de la chaise, dans un petit recoin d'un bouquin qui est en fond de bibliothèque et tout ça, juste pour faire un petit clin d'œil en disant ben voilà. Donc je pense que ça, tu vois, mon travail avec les enfants porteurs de handicap, parce que j'ai travaillé beaucoup en milieu scolaire aussi, il fallait que je cherche des façons de parvenir à un résultat. Donc on va dire que le résultat avec les enfants c'était mettons lire, et le résultat aujourd'hui c'est créer une BD, mais pour intéresser la personne en face de moi, donc l'enfant ou les lecteurs, et ben du coup rendre ludique tout ça, c'est-à-dire impliquer l'enfant, c'est-à-dire je le prenais avec moi et je lui disais bah tu vas m'aider devant toute la classe, c'est toi qui vas donner la consigne. Et puis du coup avec les abonnés ça va être leur dire bah en fait mine de rien vous participez avec moi à l'élaboration du truc. Donc je pense c'est peut-être le truc de vouloir ouais rendre ludique ça, rendre joyeux ça, et moi en fait ça me plaît aussi, je me dis aujourd'hui on va s'amuser, on va discuter tous ensemble et on va faire cette page ensemble. Ok. Bah, ouais, c'est marrant parce que au début, a priori, je m'étais dit que l'envie, c'était de recueillir des feedbacks utilisateurs pour améliorer le design. Et ça, c'est mon biais de conceptrice, tu vois, où moi, je vais souvent faire ça. C'est-à-dire que dans cette phase de conception, enfin juste avant la conception, on appelle ça l'idéation. On fait souvent des ateliers de co-design où on fait venir par exemple notre client, des utilisateurs finaux, des experts du domaine, et puis chacun propose une version par exemple en papier et crayon, puis on met en commun, et puis on améliore, etc. Et donc le but principal, c'est d'aboutir à la meilleure idée en mettant en branle tous nos cerveaux. Et du coup, je projetais vachement ça sur cette expérience-là. Et en fait, un autre objectif, qui est pas, généralement pas le principal, mais ça dépend des fois, dans certains contextes, ça peut devenir l'objectif principal, c'est d'impliquer les gens pour les embarquer dans le projet. Ah bah oui. Et donc là, t'es complètement dans cet objectif-là, toi. C'est vraiment plus, vraiment, ouais, fédérer la communauté, la rendre vivante, et puis bah ouais, Ah ouais, mais totalement, évidemment qu'on n'est pas 50 à faire ces trucs, enfin, quand je vous invitais à faire ça, vous n'étiez pas nombreux. Et le but, du coup, c'est pas de dire, ben voilà, il y a 200 personnes qui vont être attachées au projet parce qu'elles ont participé. Parfois, ça va être une dizaine de personnes et c'est déjà super. C'est des gens qui, en tenant la BD, vont se dire, il y a un petit peu de moi dedans. Et en fait, ça permet aussi de garder une vraie proximité avec ces lecteurs pour qu'il y ait une confiance qui naisse, et cette confiance elle peut aussi faire ruisseler la capacité à ces personnes-là ensuite à être sincères avec nous aussi, que ça soit sur une lecture et nous dire ce qu'ils en ont pensé. En fait moi j'aime avoir des retours sur mes BD. Souvent les personnes qui font des retours, c'est quasiment tout le temps en fait, c'est des retours extrêmement bienveillants et justement des gens qui vont adorer et tout ça. J'ai tendance à croire que quand on crée un lien de confiance avec les personnes, non seulement elles sauraient nous dire là si je peux me permettre ton livre ou ton post, voilà ce qui provoque chez moi, et je te le dis avec plein de bienveillance parce que voilà on a créé quelque chose, et surtout même si c'est pas forcément négatif, au moins de se dire cette personne là genre on peut discuter avec elle, et du coup je vais m'empresser d'aller lui dire ce que j'ai pensé de ce qu'elle a fait, et de soutenir aussi son travail d'une certaine façon. Après tu vois ce dont tu parles, moi j'adore brainstormer, je brainstorm énormément, et j'ai des groupes de collègues avec qui on fait ça, et du coup ça ressemble typiquement à ce que tu dis.
D'ailleurs, ça a fait naître des projets en collaboration. Ah ouais? Ouais, du coup, des trucs où d'abord on brainstormait chacune sur nos projets. Donc c'est génial parce qu'en fait on peut les enrichir parce que on va dire mince là j'arrive pas à comprendre ton personnage, pourquoi elle dirait ça, pourquoi lui il lui répond pas comme ça. Donc ça c'est trop bien. Et ensuite de voir comment chacune on fonctionnait, ça a donné envie de se dire, enfin, bah allez viens, on tente un truc ensemble parce que toi t'as cette connaissance-là, toi t'as cette expérience-là et du coup on peut les assembler. Mais moi je peux pas passer sans brainstormer, enfin, quand je suis à l'élaboration de projet, moi j'ai besoin vraiment d'en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de vraiment aller piocher le ressenti de chaque personne vers qui je vais me pencher pour lui faire lire, relire, relire et tout. Donc, comme je disais tout à l'heure, incapacité de bosser toute seule dans mon coin. Et donc, brainstormer, franchement, évidemment, j'aimerais d'ailleurs, ça serait très drôle de faire un livre, non, une petite histoire, de la faire toute seule, aboutie. Et ensuite, de faire comme si je recommençais le projet à zéro, avec justement à la fois les abonnés qui peuvent participer, et à la fois le panel de lecteurs, et les copains et les copines, et les proches, et voir en fait les deux objets à la fin, qui auront certainement mais rien à voir. Et pareil, peut-être un troisième essai, mais avec un accompagnement d'éditeurs ou d'éditrices qui serait... Enfin, vraiment, je pense que ça pourrait être... Non, ça serait beaucoup trop long, je le ferai pas, mais dans l'idée, si une intelligence artificielle pouvait créer ce projet, ça serait vraiment cool. Ouais, puis en fait, c'est pas évident parce que si tu le fais une fois intégralement toute seule, tu auras forcément justement tes biais Ouais. un biais d'attachement à ce que tu as créé, en fait, et qui fait que c'est difficile d'en sortir, même quand tu seras avec les... Moi, j'ai aucun problème pour ça, parce que la preuve, c'est que j'ai plusieurs livres qui étaient dans des maisons d'édition ou ont fermé, ou alors du coup ne tiraient plus d'exemplaires, ont accepté de revendre les droits à d'autres maisons d'édition. Et tous les livres que j'ai refaits, je les ai tous refaits. C'est-à-dire que j'avais un objet final abouti, une histoire qui était terminée. C'est le cas de Le Seuil, par exemple, la BD dont je parlais tout à l'heure, qui va ressortir l'année prochaine. Cette BD, je l'ai refaite de A à Z. Enfin, tu vois, il n'y a pas ce truc où je me dis, maintenant que c'est fini et tout. Non, j'ai accepté de prendre non seulement tous les retours que j'avais eus, parce qu'elle date de 2019, donc tu vois, j'ai du recul sur la lecture qui en a été faite, du recul sur peut-être certaines personnes, ce qui a pu leur manquer, et surtout un autre accompagnement éditorial qui rapporte encore des nouvelles choses, ce qui fait que la BD, même si c'est la même histoire, il y a 50 pages supplémentaires, il y a plein de nouveaux de nouvelles scènes, il y a plein de... la fin n'est pas la même, enfin tu vois, il y a plein de trucs que j'ai changés. Et j'ai vraiment pas de problème, moi, pour le coup, à avoir fait quelque chose et qu'il soit complètement remis en question. Okay. Des fois, je me dis, c'est dur de douter tout le temps. Tu sais, ce truc de syndrome de l'imposteur. Mais moi, je le chéris aussi parce que je me dis, quand je l'aurais plus, ça voudrait dire que je serais pleine de certitude sur ce que je fais et que je serais plus capable de le remettre en question. Et ça, c'est nul. Ouais, c'est super d'arriver à refaire une nouvelle version quelques années plus tard. Ouais. Après, j'imagine quand même la direction, ça reste la même histoire. Les mêmes personnages, la même histoire. Ouais. Mais ok, d'accord. Cool. Alors, tu as parlé tout à l'heure de brainstorming. Est-ce que tu peux m'expliquer à quel moment, à quelle étape tu fais ça, comment ça se passe un petit peu, raconte-moi. À toutes les étapes. Dès que j'ai une idée, en fait, je la soumets et vraiment à des personnes de confiance, dans le sens où je sais que c'est des personnes qui souhaitent du bien à mon travail et que du coup elles vont plutôt elles vont pas se contenter de me dire ouais super pour s'éviter d'en parler, quitte à me laisser me planter totalement dans un truc qui serait vraiment hyper maladroit ou qui irait pas du tout. Donc c'est des personnes qui savent vraiment me dire quand ça va pas. Et d'ailleurs, il y a eu plein de projets complètement abandonnés parce que quand j'aurais soumis, c'était là genre ok, je vois pas trop quel public tu vas cibler et tout ça. Et il faut vraiment pas avoir un gros ego dans ce boulot quand tu veux être accompagné par le regard de personnes qui veulent que tu réussisses, parce qu'il faut savoir entendre aussi quand ça va pas, aussi quand ça va toucher de trop près quelque chose, une sensibilité qu'elles vont avoir et qui va être représentative de la sensibilité de plein d'autres personnes. Et moi j'ai la chance d'être entourée par 3 super collègues qui sont très très différentes toutes les 3 dans leurs expériences mais aussi dans leur sensibilité, et du coup ça fait 3 regards qui sont super enrichissants pour développer. Du coup quand elles s'emballent sur une idée, en fait déjà t'y vas avec beaucoup plus de confiance. Et
Et après, comme je te le disais tout à l'heure, essayer d'aller vers un panel différent, plus ou moins grand, mais en tout cas qui va venir euh, toucher certaines thématiques que j'ai envie d'aborder. Et de par leur légitimité, je trouve que ça peut être intéressant d'avoir leur regard. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un métier dont on n'entend pas beaucoup parler parce que c'est assez nouveau. C'est des lecteurs et des lectrices sensitifs. Et en fait, leur but, enfin leur boulot, c'est de relire des textes, des projets, et pour pouvoir apporter leur regard qui est un petit peu bien élimé sur toutes les questions, notamment des stéréotypes de genre, etc., pour venir en fait apporter de la nuance ou dire là ça me manque un petit peu de ça, là ça serait intéressant d'effacer cette partie parce qu'elle pourrait toucher telle minorité et c'est contre-productif dans le texte. Moi je me dis c'est un métier qui devrait vraiment être mis au cœur des maisons d'édition et des projets et presque systématiquement aller auprès de ces lecteurs et de ces lectrices-là pour avoir cet avis qui est du coup hyper constructif et prouve la volonté de la maison d'édition et des autoristes d'essayer vraiment de faire au mieux. Du coup, c'est une sorte de relecture d'experts dans une thématique bien ciblée pour s'assurer de ne pas faire d'impair sur ce sujet-là. Ouais. Okay. Sachant que ça ne sera jamais idéal non plus parce que ça reste une personne, mais après aller vers des personnes de confiance aussi. Donc moi j'ai la chance d'être aussi entourée par des personnes dont c'est le métier mais qui sont aussi des proches à moi et donc du coup je peux l'air de rien leur faire un petit peu relire ou en tout cas moi me nourrir aussi du contenu qu'elles-mêmes produisent pour essayer d'être sûre il y a des choses parfois ce que je peux découvrir sur les réseaux, je me dis mais ça j'aurais jamais pensé, ça tombe super bien parce que il est encore temps pour moi de le placer dans le projet que je suis en train de faire actuellement ou si je dois corriger une BD comme ça a été le cas pour Le Seuil, et de modifier ce petit passage là dans Le Seuil par exemple mon héroïne donc elle souffre elle est au cœur d'une relation conjugale violente, elle s'en est rendue compte et elle essaye de s'extraire et dans la première version elle était vachement elle se laissait vachement faire, elle se laissait complètement marcher sur les pieds, c'était vraiment une petite pauvrette qu'il fallait sauver. Et dans la nouvelle version, en fait, elle s'insurge beaucoup plus et elle a surtout des copines qui sont vénères. Et ça, j'avais pas mis autant l'accent dans la première version. Et j'avais besoin de ce truc-là de sororité, de femmes fortes qui viennent se serrer les coudes et d'une héroïne qui, en fait, a peur, mais en attendant, elle prend le taureau par les cornes et elle se sauve toute seule. Ça, c'est important. Ah oui. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que je me disais, dans le monde de l'édition, un des problèmes, entre guillemets, par rapport au logiciel qui peut évoluer tout le temps, c'est que une fois que c'est imprimé, quoi. Et donc là, dans ce que tu dis, bien sûr, ça reste imprimé, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de nouvelle édition, où tu peux faire des modifications, enrichir le texte, enrichir le contenu. Donc ça te donne l'opportunité quand même de prendre de feedback et puis de faire une nouvelle version, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais tu vois, c'est toujours cette question d'ego, je pense, de se dire... je veux pas me dire ce projet il est très bien comme il existe alors que je sais qu'il peut être perfectionné. Je me dis quelle chance incroyable de pouvoir le récupérer, le reprendre et le reprendre à zéro en ajoutant aussi ce que moi j'ai appris parce que depuis 2019 j'ai lu, j'ai évolué, j'ai posé un regard différent aussi sur ma propre expérience et du coup enrichir ce texte de cette expérience là c'est aussi se dire en fait tout est toujours perfectible. Franchement, quand on a la chance de pouvoir le faire, franchement, autant s'en saisir. Super. Et je reviens encore sur ton histoire de brainstorming avec tes collègues. Du coup, vous faites ça de manière régulière? Vous avez, je sais pas, tous les lundis matins, on se voit, on discute ou comment ça se passe? On se voit pas parce qu'on habite toutes un peu à différents points en France. Mais par contre, il n'y a pas de rendez-vous. C'est-à-dire que ce sont vraiment, je pense, les premières personnes, quand je me réveille le matin, dont j'ai des vocaux à rallonge. Et quand je m'endors le soir, c'est les dernières personnes avec qui j'ai échangé. Donc c'est tous les jours. Ah ouais. Et en fait, on est tout le temps en train de travailler sur des projets. Quand moi j'ai terminé des projets, elles sont en plein dans les leurs. C'est des autrices illustratrices aussi. C'est pour ça que... Et donc en fait, c'est comme si on était dans un bureau, et qu'on discutait toute la journée. Okay. Donc ça fait nos petites pauses quand on fait des petits vocaux. Puis en même temps qu'on travaille, on écoute les autres. Et vous faites des sessions vraiment, même en visio, quoi, toutes les 4 ensemble, c'est ça, vous êtes 4? Ça arrive, ouais. Et puis on se retrouve souvent sur les événements, donc les gros festivals et tout ça, où on provoque nous-mêmes des rencontres, parce qu'en fait, c'est cool la distance, mais c'est cool aussi de se voir. Et c'est toujours des moments qui sont
propice à plein de nouveaux projets. C'est des moments où on se voit en disant là c'est bon, je fais une pause, je vais me concentrer sur des contrats avec un client à la fois et pas trop de livres parce que les livres c'est pas là où c'est le mieux payé. Et en fait à chaque fois qu'on se voit on se dit bah c'est parti, nouveau dossier d'édition. Ok. Bah, ça me fait penser à quelque chose qu'on essaie de mettre en place nous avec nos collègues. On essaye de faire ça une fois toutes les 2 semaines. Alors le plus souvent c'est le mieux, mais bon, on fait en fonction du temps dispo. Et où, alors pour le coup, nous, on essaye de formaliser ça parce que pendant une période, on le faisait à la demande, quand il y en avait un qui demandait. Et en fait, on ne prenait pas assez le réflexe de le faire. Et du coup, là, on sait qu'on a un créneau toutes les 2 semaines et on commence par un tour de table. Qui sait qu'il y a quelque chose à présenter? Donc un projet client sur lequel il est en train de travailler, une problématique qu'il a. Donc la dernière fois, c'était moi qui proposais quelque chose en disant, bah voilà, on a travaillé sur la notion de document sur tel projet. Il y a tel truc où j'ai l'impression que j'ai pas trouvé la bonne solution. Et on est tous sur pareil, on est en visio parce qu'il y en a à Lyon, il y en a à Grenoble. Et sur un document partagé, et puis il y en a qui commencent à proposer, à essayer de dessiner un truc, est-ce que tu pourrais pas faire comme ça? Il y en a d'autres qui disent, mais attends, c'est quoi en fait le vrai besoin? Et en fait, on fait des sessions de co-conception, mais pas avec le client pour le coup, vraiment juste entre nous. Ça doit débloquer tellement de trucs. Voilà, ça. Et, le gain de temps. À chaque fois qu'on le fait, je me dis, mais oui, j'aurais dû le faire plus tôt. Ouais. Pourquoi j'ai bloqué là-dessus, quoi. Ah non, mais c'est trop bien, parce qu'en plus, même quand tu vas pour juste écouter, parfois on fait des réunions pour débloquer des trucs pour l'une d'entre nous. Mais pendant cette réunion, et ben en fait, il y a des choses dont on va se parler qui vont nous servir pour une semaine plus tard. Nous, et du coup, il y a vraiment un truc qui est précieux sur ces échanges. Et moi, j'aime trop, mais j'aime autant qu'elle m'écoute et que je puisse me confier qu'elle les écouter, parce que parfois, comme je te disais, ça nourrit aussi la réflexion autour du travail. Et en fait, c'est pas un métier où on se sent seul, du coup, quand on arrive à créer... là, je te dis, il y a nous 4, mais après il y a d'autres sphères. On est sur des Discord, c'est des gros groupes de conversation où on va être là 50, et du coup il y en a toujours qui sont dispo, on se met en petite réunion et tout ça, et c'est quand même un monde avec beaucoup de gens qui veulent être collègues entre eux et se soutenir et tout ça, donc c'est chouette, ça fait une super communauté, quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais me parler maintenant un peu du prototypage? Alors, je ne sais pas si c'est un terme que vous utilisez, mais en tout cas, le fait de monter les pages. Je sais que tu ne vas pas tout de suite sur la version toute bien chiadée. Donc, comment ça se passe? Et puis, à quelles étapes tu fais valider? Par qui? Voilà, un peu tout ça. Ok, bah là c'est bien parce que c'est le même système que je fasse une BD ou que je fasse une campagne de sensibilisation affiche par exemple, avec une asso par exemple. En fait, j'aime bien les réunions, effectivement. On va discuter, donc écouter l'histoire de l'association, l'histoire du livre, l'histoire, ce que les personnes envisageaient. Donc là c'est hors projet d'édition, sinon c'est moi qui en parle. Et après, je vais leur dire, moi je vous propose une version écrite, c'est-à-dire que je vais vous parler de ce que j'envisage, ce que j'imagine. Si vous trouvez que je vais dans la bonne direction, je vous propose une version croquis. Donc la version croquis, c'est ou des bonhommes bâtons, ou un peu plus élaboré, mais c'est pas un dessin au propre, finalisé. Ça va permettre de disposer les personnages dans la page, de placer le texte, d'écrire le texte, savoir ce qui va se trouver dans les bulles. Et surtout de la mise en page, c'est-à-dire voilà combien de personnages il y aura, voilà comment ils seront intégrés dans l'image, pour être sûr de ne pas être au final tu te dis on veut 3 personnages et puis moi je les place tout debout sur le truc, et après ils disent ouais mais en fait nous on aurait voulu que derrière il y a un paysage et puis là une salle de réunion, et donc du coup cette étape là elle permet de valider, on va dire, l'assemblage de l'image. Ensuite il y a l'étape de l'ancrage. Sur cette étape-là, on ne peut plus revenir en arrière, c'est-à-dire on ne peut plus dire finalement je voudrais un 4e personnage dans l'angle et tout ça. Par contre, tu peux encore modifier, ça va être, je sais pas, des attributs physiques, un gabarit, des choses à corriger sur le visage ou sur les vêtements. Et une fois que ça c'est validé, on passe à la couleur. Et pareil, à l'étape de la couleur, on ne peut modifier que la couleur et plus l'ancrage. Donc chaque étape, il y a un nombre de retouches qui est limité, parce que sinon... On connaît des clients qui reviennent et qui ont toujours un petit truc à faire bidouiller pour qu'au final ils reviennent sur la première version. Donc il faut vraiment un gros cadre, et ce cadre-là, il amène aussi les clients à être très clairs sur leurs demandes. Parce qu'ils savent qu'en fait, à un moment donné, quand on a commencé, on s'éparpille plus sur finalement, il y a machin de la compta qui disait que peut-être elle préférait que ah ouais, mais non les gars, on a fini tous les ancrages là, donc il est plus temps de faire ça. Donc moi j'aime bien être très très claire dès le départ. Ça cadre bien, et en fait c'est rassurant aussi, parce qu'on sait que moi je vais tout faire valider au fur et à mesure,
et qu'il n'y aura pas un truc où on s'éparpille, ou à la fin on se dit bah finalement on va réfléchir si ça nous plaît toujours. En général, ça se passe très bien et les personnes avec qui je travaille sont plutôt agréablement surprises de voir qu'elles ont vraiment un pouvoir de décision tout au long du processus. Parce que parfois, certains, ils m'envoient un brief, ils me disent, bah du coup, on se retrouve quand vous avez terminé, c'est ça? Je dis, bah non, quelle horreur. Enfin, genre, imaginez, je vous rends un truc qui vous plaît pas du tout, ça va être hyper gênant pour tout le monde. Donc, et puis ça, on est toujours dans la démarche d'un travail collectif et un travail en équipe, quoi. Donc, Oui, puis ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait de se tromper le plus tôt possible. Exactement. Tu vas mettre le moins d'efforts, d'abord un texte où tu commences pas à sortir les crayons alors que t'es pas sûr de partir dans la bonne direction. Ouais, c'est ça. Du coup, là, ça colle vraiment bien avec nous, ce qu'on fait en termes de maquettes. Alors nous, pour le coup, on va très vite dans des maquettes d'écran, mais vraiment papier-crayon. Voilà. Là, il y aura l'image, là, il y aura du texte, là, il y aura un bouton, etc. Donc ça rejoint ta deuxième étape, quoi. Et puis après, mes collègues UI designers, ils vont faire quelque chose de très joli. Par contre, on a souvent beaucoup de mal à être aussi strict, entre guillemets, sur le fait de ne pas changer après coup. Et notamment parce que souvent, on va faire valider... Alors, on peut le faire déjà sur la partie, ce qu'on appelle basse fidélité, donc un peu moche. On peut faire déjà des tests utilisateurs pour voir si c'est utilisable. Ah oui. Mais ça peut arriver qu'on les fasse une fois que c'est tout beau, parce que les gens se projettent mieux, pour différentes raisons, le client préfère ou quoi. Et là, en fonction des retours, ben, du coup, des fois, ça change tout. Il faut tout recommencer. Je vois totalement l'humeur qu'il peut y avoir dans les bureaux, dans un moment, genre, apparemment, il faut qu'on aille voir l'équipe pour leur dire qu'il faut tout recommencer. Voilà. Mais bon, encore, vois. ça va. C'est pire quand ça arrive une fois que c'est développé. Parce que tu imagines, nous, derrière, il y a le développement, avec des développeurs qui passent des semaines ou des mois à développer le truc. Donc là, on refait des tests utilisateurs après. Et là, c'est beaucoup plus C'est que coûteux. des personnes qui sont salariées de l'entreprise? Alors, nous, on est une société de service et on travaille pour des clients. Mais des fois, moi, je travaille avec une équipe, les développeurs sont chez le client. Ok. Mais... Parce que j'allais dire, tu vois, la différence, et je minimise pas la frustration que ça peut être pour quand vous avez terminé, c'est qu'en fait, quand nous, on n'a pas de salaire, c'est-à-dire qu'en fait, on a un contrat, et c'est pour ça qu'on est obligé de baliser. C'est qu'en fait, ce contrat, quand il dépasse le cadre du temps qu'on a estimé devoir y passer, mais en fait, on ne sera pas payé plus, et on commence à manger du temps sur... travailler gratuitement. Voilà, exactement. Donc après, tu vois, il y a un truc où tu dis, on pourra retoucher. Mais par contre, toutes ces retouches-là, elles seront facturées parce qu'en fait... Et donc, tu vois, je pense la frustration, elle naît aussi de... Mais en fait, là, je suis en train de manger du temps sur d'autres choses qu'il fallait absolument que je fasse aussi, et d'autres contrats, d'autres clients qui attendent. Ouais, bah c'est sûr que la contractualisation... même nous, des fois, on a des clients... On dit qu'on facture au forfait, c'est-à-dire qu'on leur dit, bah voilà, pour tout ça, ça va vous coûter, je sais pas, 10 000 €. Bah dans ces cas-là, on essaye d'être un peu plus strict. Et c'est vrai que quand ils payent au jour passé, bah on les laisse un peu plus changer d'avis, quoi. Ouais, bien voilà. sûr. Ouais. C'est leur problème, on va dire. Ok. Et du coup... Donc ça, tu le fais valider donc ça, c'est quand tu travailles pour ce que tu m'as expliqué là, pour par exemple une association ou je ne sais quoi. Quand c'est tes propres BD, tu te mets les mêmes règles, par exemple de pas rajouter un personnage une fois que tu es à l'étape non, parce que là, c'est moi, Non, là, je suis moi face à moi-même, et après, le seul truc, c'est que j'ai quand même toute cette étape où j'envoie tous les croquis à la maison d'édition et du coup à mes super relectrices pour être sûre que tout est bien compris, que tout est facile et fluide. Et après, je fais l'étape pareil, ancrage, etc. Mais en fait, en général, c'est moi la plus dure sur mes BD. C'est moi qui vais me dire non, mais ça, tu peux pas le dire comme ça, c'est nul. Mais je suis moins regardante sur les dessins que sur le texte dans mes ouvrages. Parce que le dessin, il vient en soutien d'un propos. Et pour l'instant, je fais pas des BD qui sont... je dis pas qu'elles sont moches, mais qui sont des BD très esthétiques où on se dit, waouh, à chaque page, on a envie de s'y arrêter. Pour moi, c'est vraiment des BD qui se lisent pour la thématique plus que pour l'esthétique. Donc, je sais que je fais, et comme je te disais tout à l'heure, avec le temps aussi, pour rentabiliser vis-à-vis de ce que je touche. Donc, le niveau, il est au niveau du temps que je peux y consacrer. Et quand j'aurai beaucoup plus d'argent, et du coup, je ferai des BD qui seront beaucoup plus belles, avec beaucoup plus de détails. Donc, ça va, je suis pas trop dure avec moi-même sur ça. Je sais que je fais avec le temps que j'ai et je suis contente parfois de regarder en arrière et me dire à l'époque je faisais ça comme dessin et aujourd'hui j'ai évolué aussi comme ça donc mais du coup quand tu fais valider par ton éditrice, elle va te faire des retours sur justement les textes,
Oui, le texte. rythme, enfin toutes Ouais. ces choses-là, ouais. Ça se fait dès le départ parce que ça va se faire à l'étape des croquis. Après, selon les éditeurs, il y en a qui sont très regardants et d'autres beaucoup moins. Parfois, il y a des éditeurs qui vont dire alors, sur cette image, tu avais 4 plaques sur ta gazinière. Et donc là, au fond de 10 pages après, on voit que sur la gazinière, on dirait qu'il n'y a plus que 2 feux. Et t'es là, genre, alors vraiment, personne ne voit ça parce que c'est vraiment, ça n'est Ouais. pas un élément important. Et donc, il y a ces personnes-là qui vont être très tatillons. Et moi, ça me dérange pas parce que je me dis au moins, elles loupent rien. Et après, t'as les personnes qui disent mais c'est pas grave, elle a plus de boucle d'oreille alors que c'est la case d'après, mais bon. Donc moi j'aime bien les gens tatillons et c'est moi des fois qui leur dis ce détail-là c'est vraiment pas grave, alors que des fois il y a des trucs genre la couleur du t-shirt n'est plus la même alors que c'est la même journée. Du coup il y a un truc. Donc c'est bien d'avoir plein de gens Ouais. qui revoient parce que même quand on relit à la fin on pense que c'est bon. Et quand on a le livre entre les mains, on se dit ah génial cette bulle, le sens de lecture, enfin tu sais la, comment ça s'appelle, l'acrostiche. Je connais pas ce mot, je pense. Je voulais me la péter avec un mot, je veux dire l'acrostiche, mais je sais plus si c'est ça. Elle va pas dans le bon sens. Et Ah en fait, oui, on fait dire à un la personnage petite un truc pointe. qui doit pas du tout. Donc il y a des trucs comme ça, on se dit heureusement qu'il y a des gens qui passent derrière pour le voir parce que ce serait pas très beau sinon. Ok. Je vois l'heure qui tourne, il va falloir qu'on conclue. J'avais juste une petite dernière question avant la conclusion. C'est parce qu'on a ces beaux objets devant nous là. Et je me disais, bon bah il y a ouais, effectivement dans la BD il y a tout le contenu, mais il y a aussi le contenant. La couverture, le titre, et puis l'objet lui-même physique. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots, mais vraiment en mode super rapide, sur comment ça se passe, cette partie-là? Du coup, est-ce que c'est toi qui valide? C'est eux c'est la maison d'édition qui propose? Bah, en l'occurrence, c'est des maisons d'édition qui ont une ligne vraiment graphique et éditoriale qui fait que, par exemple, cette maison d'édition, toutes ses couvertures sont faites de cette façon. Oups Ok. là. Et donc, tous les livres qui sont signés seront faits dans cette taille-là, avec ce type de couverture-là. Mais il y a des projets pour lesquels on m'a demandé mon avis sur l'épaisseur du papier, sur les finitions, voilà. Là, en l'occurrence, par exemple, il y a un vernis sélectif, ça, on m'avait proposé. Et moi, les couvertures, j'ai de la chance parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde. On me donne quand même une belle liberté sur le titre. Et sur les couvertures. Et en l'occurrence, pour Coquelicot, j'ai beaucoup hésité et j'ai fait, je sais pas, j'ai fait au moins 7 ou 8 prototypes de couvertures différentes. Personne ne me les a demandés, c'est moi toute seule. Ok. Et comme j'avais besoin encore de faire participer des personnes qui suivent et soutiennent mon travail, j'ai fait voter sur mes réseaux sociaux sur la couverture qui plairait le plus. Et donc, du coup, elle a été encore. Non, je crois que c'était vraiment celle-ci. Je sais plus, je crois que j'ai peut-être rajouté des éléments, mais en tout cas, ça a été vraiment. J'ai écouté, et pour autant, je serais jamais allée, moi, sur cette version-là. Et comme le livre sur Vermicelle, ça s'appelle On l'appelait Vermicelle, et moi, j'avais choisi à la base Vermicelle, et je sais plus quel titre c'était, et j'avais fait voter. Et on était d'accord avec la maison d'édition, et je suis allée là où il y avait eu le plus de votes, alors que c'était pas du tout mon choix. Ah Donc, et parce que, tu vois, quand c'est ça que je te dis, quand il faut se décentrer aussi de qui on est et de qu'est-ce qui peut nous plaire, et du coup, de faire confiance à une majorité aussi de personnes, bah, c'est parfois aller vers des choix qui n'étaient pas forcément les nôtres, mais qui remportent une majorité des voix, en l'occurrence, quand tu passes par ce que j'ai fait, par le système de vote. Et voilà, après moi j'ai pas mal de liberté, je sais que parfois il y a des auteurs et des autrices qui souffrent du manque de liberté qu'ils ont chez des maisons d'édition qui leur imposent des titres, imposent des couvertures, quitte à trahir un peu le propos uniquement pour venir séduire un lectorat. Ouais. Tu vois, quand tu viens, je sais pas, tu veux parler de véganisme et que la maison d'édition elle te dit ouais mais il faudrait pas faire peur aux gens qui mangent de la viande, donc on va mettre un titre qui pourrait peut-être aussi les séduire, t'es là genre ouais mais en fait les gars c'est... Enfin, ils vont ouvrir le livre, ils vont bien se rendre compte qu'on est un peu... Enfin, tu vois, donc il y a des fois, c'est entre les commerciaux qui sont là pour faire le truc qui se vendent le plus, qui accroche le plus l'œil, et toi, tes soucis d'éthique et de valeur et de besoin de pas trahir le lecteur. Ben, tu vois, les BD qui sont en noir et blanc à l'intérieur et qui ont des couvertures de couleur, mais quelle trahison. Tu penses que tu vas lire une BD tout en couleur et en fait, ben non, c'est tout en... Bon, c'est très beau, moi j'adore le noir et blanc, hein. Mais j'aime bien que la couverture, elle soit... Ouais. Ok. Ouais, c'est amusant ce que tu dis. Ouais. Puis ça me parle aussi sur le côté différence entre ce que veut le client pour vendre et ce que veut l'utilisateur. Ouais. Quand il veut quelque chose qui représente la réalité de ce qu'il aura derrière. C'est une balance avec laquelle moi je dois souvent jouer entre le client des fois, on va prendre un exemple très extrême, mais
Un client qui veut vendre, il va peut-être, je sais pas, vouloir mettre de la publicité sur une application mobile. Sauf que pour l'utilisateur, c'est pas cool en fait. En tant que responsable de l'expérience utilisateur, on va devoir dire, nous, on voudrait qu'il n'y ait pas de publicité. Ouais. Mais en même temps, il faut respecter le modèle économique du client qui, lui, se paye là-dessus. Donc il y a cette balance à trouver qui n'est pas simple. Ouais, j'imagine, oui. Bon, du coup, si je résume, parce qu'il est l'heure de conclure, j'essaye de faire des liens un petit peu entre tout ce que tu m'as dit et la conception de logiciels. Du coup, sur la première étape que nous on appelle l'étape d'exploration, où on va explorer les besoins, toi, j'ai noté que tu fais pas mal de veille finalement, en te renseignant sur plein de sujets. Totalement. Et que tu récupères un peu, tu observes en fait ce qui se passe autour de toi et que tu l'intègres dans tes projets. Sur l'étape d'idéation, on a parlé des fameuses sessions de brainstorming avec tes collègues, avec tes proches, et puis le fait d'intégrer éventuellement des utilisateurs ponctuellement, même si a priori c'est quand même plus pour embarquer que pour vraiment de la vraie co-création, on va dire. Même si, quand même, sur le seuil, il y avait le fait de s'inspirer après chaque page de ce que te disait ta communauté pour créer la page suivante, donc quand même. L'étape de conception, donc on retrouve vraiment la même chose avec cette étape de sketch noir et blanc, papier crayon, et puis derrière une version plus propre, une fois que la version papier crayon elle est validée. Enfin papier crayon en l'occurrence, je pense que toi c'est numérique, mais, oui, c'est vrai. Mais bon, un peu moche on va dire. Ensuite on la valide et ensuite on passe à la version en couleur. Et l'étape de validation, en fait elle s'intrique un peu de partout. Nous on va faire des tests utilisateurs bien rodés sur les maquettes basse fidélité, donc toi tu as une étape de validation auprès de tes proches et de tes bêta lecteurs et de ton éditrice, et puis tu refais une deuxième passe de validation une fois que c'est tout ça fait beaucoup d'étapes du coup. Ouais. C'est ce qu'il faut je pense pour aboutir à un truc qui soit bien ficelé. Et du coup la spéciale sauce de Fanny Vella, puisqu'on est là pour ça. Moi, un truc que je retiens, justement, c'est ce côté impliquer tes utilisateurs pour les embarquer dans un projet commun. Est-ce que toi, t'aurais quelque chose à rajouter ou sur un peu tout ce qui te distingue des autres? Rien du tout. Est-ce que t'as l'impression que c'est courant, cette façon d'intégrer les utilisateurs dans le monde de l'édition? Oui, je pense. Je sais pas si c'est courant, mais je vois d'autres personnes qui le font aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets maintenant qui passent par des campagnes de financement participatif, et on le sait, il faut séduire aussi les personnes et leur montrer qu'on a réfléchi à un produit qui va leur ressembler, qui va correspondre à ce qu'on défend déjà sur nos contenus. Donc il y a forcément un gros lien à faire avec les personnes qui nous lisent, parce qu'on ne peut pas arriver en disant alors là je vais un truc qui n'a rien à voir avec ce pourquoi vous me suivez, ce qui peut arriver et qui est très chouette aussi. Mais ce truc de communauté, si on travaille autant à les séduire aussi, c'est parce qu'après on sait que c'est aussi un panel de lecteurs ou de personnes en tout cas qui vont faire confiance à notre travail, ou en tout cas le recommander. Donc parfois c'est du travail, on me dit ça sert à rien de produire autant sur les réseaux, concentre-toi sur tes livres. Mais en fait déjà les livres je les ferais pas peut-être si j'avais pas cette communauté. Et du coup, les éditeurs m'auraient pas peut-être fait confiance. Et surtout, peut-être que j'en vendrais pas ce que j'arrive à vendre aujourd'hui si j'avais pas d'abord acquis à ma cause et à mes valeurs un certain nombre de personnes, quoi. Ok. Merci, on va passer au mot de la fin. Est-ce que tu peux nous raconter une expérience utilisateur mémorable pour toi? Et si jamais il y a quelqu'un que tu aimerais que j'interviewe dans le podcast pour écouter comment il crée des expériences utilisateurs mémorables. J'adore que tu fasses le lien entre les deux questions, vu que je vais parler de la même personne. Je pense à Jennifer, qui a un compte qui s'appelle Voyage en famille. Et moi, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que j'ai eu la chance qu'elle me propose de tester ses services. En fait, c'est une personne qui te prend ta charge mentale et qui s'en occupe à ta place. En fait, en gros, elle te programme des vacances. C'est-à-dire, elle va te chercher les trajets, donc les billets de train, ou peu importe le moyen de locomotion que tu utilises, le logement, les activités, et tout ça elle le fait sur mesure, c'est-à-dire tu lui donnes ton budget et tout est compris, même le pack qu'elle te propose, ton budget global pour le week-end ou les vacances que tu veux faire, l'âge de tes enfants, combien vous partez, si tu préfères être logé à l'hôtel, en Airbnb, en peu importe, en caravane. Et en fait tout est hyper
personnalisé. Et en fait, elle te propose après un PDF où elle t'a mis des activités pour le train, pour les enfants. Qu'est-ce que tu dois pas oublier dans ta valise? Qu'est-ce que ça va être le meilleur petit restaurant là-bas? Qu'est-ce que ça va être l'activité à faire? Ouais, en fait, c'est incroyable. Et moi, je me dis, à une ère où, en fait, typiquement, moi, c'est mon cas où j'ai l'impression que chaque minute doit être rentabilisée ou pour le travail, ou pour les enfants, ou pour... En fait, j'arrivais plus à caler ça. Et tristement, bon, il a plein de qualités, il fait tellement de choses que je ne fais pas, mais en l'occurrence, cette charge mentale d'organiser des vacances ou des week-ends ou ce genre de choses, j'ai la personne avec qui je vis, qui n'en est pas du tout capable. Et du coup, je me disais, si je veux le faire, je suis obligée de m'en occuper. Et sauf que je n'avais plus l'énergie pour, donc juste on le faisait plus. Et quand j'ai découvert Jennifer, je me suis dit, oh! Donc là, en termes d'expérience utilisateur, cette personne qui te façonne des trucs que du sur-mesure, qui passe par les réseaux pour faire connaître son activité et qui te propose, en respectant tes valeurs, tes besoins de tel type de voyage, tel type de locomotion par exemple, te permet de passer un très très bon moment à la hauteur de ton budget à toi. Donc je trouve que c'est formidable. Voilà, donc il faut interviewer Jennifer, je pense qu'elle aura plein de super anecdotes à raconter en plus. Super, je note. En tout cas, ouais, ça a l'air chouette le côté à la fois personnalisé et puis elle te fait gagner du temps en fait. Mais oui, une bonne tu pars, t'as ton utilisateur, petit PDF que tu as imprimé, tu donnes les coloriages qu'elle a choisi elle-même en lien avec l'endroit que tu vas visiter pour les enfants. Elle te donne des idées de jeux pour les occuper dans le train. Enfin, je sais pas, tout est pensé pour que toi tu y ailles avec qu'est-ce qu'il faut que je mette déjà de Jennifer dans ma valise. C'est trop bien, j'adore. Ok. Merci pour cette super reco. Et puis merci d'avoir participé à ce podcast, c'était super intéressant. Merci de m'avoir permis de parler autant. Merci d'avoir écouté le podcast Cogito Ergo Sum. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ne pas louper les prochains épisodes, n'hésitez pas à me suivre sur X ou LinkedIn. Si vous voulez réagir ou me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez le faire sur mon mail margot.cogito@gmail.com ou me contacter via les réseaux sociaux. Vous trouverez en description de l'épisode des liens pour en savoir plus sur mon invité et son activité. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.